Aujourd'hui, essentiellement pour les assistantes maternelles et les gardes d'enfants à domicile. Donc, c'est la partie EP3 et notamment vous donner des conseils pour réaliser le fameux projet d'accueil réel. Alors, j'insiste bien, hein, d'accord, que ça soit bien clair pour tout le monde. Ce fameux projet d'accueil réel, il est uniquement pour les assistants maternels et les gardes d'enfants à domicile. C'est-à-dire que si vous êtes, on va dire, candidat classique, hein, c'est-à-dire si vous faites des stages, et que vous n'êtes pas donc assistant maternel ou garde d'enfants à domicile, pour vous, en fait, c'est pas que cette vidéo ne vous concerne pas, elle va vous donner des idées, au contraire, il y a aucun souci, mais par contre, vous n'avez pas de projet d'accueil réel à faire, puisque vous serez, on va dire, avec un ensemble documentaire à analyser en 1h30 et à présenter après. Donc je ferai une autre vidéo sur ce type, on va dire, d'épreuve. Donc là, on va parler essentiellement donc pour les assistants maternels et les gardes d'enfants à domicile. Déjà, donc bonjour à toutes. C'est Nora, bonjour Nora. Donc vous devez savoir déjà que, dans ce fameux, on va dire, projet d'accueil réel, première chose à savoir, c'est que vous êtes obligé, si vous voulez le présenter un projet d'accueil réel, le signaler lors de votre inscription. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, pas de panique, à ce moment-là, vous serez, on va dire, analysé et jugé comme un candidat classique. Voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de présenter un projet d'accueil réel si vous êtes assistant maternel ou garde d'enfant à domicile. C'est vous qui choisissez lors de votre inscription ce que vous voulez faire. Si vous décidez donc de faire ce fameux projet réel, vous devez savoir déjà que, donc bonjour à toutes. Je répondrai à vos questions par la suite, hein. Donc vous devez savoir que, en fonction de votre académie, déjà, il peut y avoir, on va dire, une trame à respecter, plus ou moins, hein, d'accord? Une trame plus ou moins à respecter, je vais y revenir. Vous pouvez également avoir, on va dire, une en-tête à mettre en haut de votre projet d'accueil. Comme pas du tout d'en-tête, à ce moment-là, vous faites une page de garde. C'est-à-dire que si vous avez une en-tête, ben, cette en-tête, elle va compter dans les 5 pages, hein, puisque, voilà, on va y revenir, hein, votre projet d'accueil, hein, il a obligatoirement 5 pages, pas plus. Donc si vous avez une en-tête, vous devez obligatoirement mettre cette en-tête, donc du coup, dans les 5 pages, donc ça va prendre quand même une petite partie de votre première page, du coup. Sinon, s'il n'y a pas d'en-tête, si votre académie ne me demande pas d'en-tête, pas de souci, ben, à ce moment-là, vous faites une page de garde avec tout simplement un dessin d'enfant que vous gardez, heu évitez les photos, hein, les examinateurs aiment bien les petits dessins d'enfants. Franchement, faites plutôt vraiment un dessin d'enfant. On voit trop, on va dire, de dessins qui sont trop bien faits et donc on voit bien que c'est pas, ou alors c'est un enfant un petit peu plus âgé qui l'a fait. Donc je vous rappelle que cette épreuve, elle est pour les 0 3 ans. Donc voilà, bon, on peut aller jusqu'au périscolaire, hein, jusqu'à donc 6 ans, mais voilà, que ce soit un dessin d'enfant qui soit aux alentours de 2 3 ans, 4 ans, voilà. Voilà, donc ça, c'est pour la première page. Après, vous devez savoir donc, je vais y revenir, que, votre projet d'accueil réel doit donc faire 5 pages. Certaines académies vous autorisent de mettre des annexes et certaines académies également autorisent de mettre des photos. Mais là, attention, ce ne sont pas toutes les académies. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment, vraiment vous rapprocher de votre académie. Il faut tout simplement aller sur le site de votre académie et voir, dans la partie EP3 s'il y a des informations. Si vous ne trouvez pas d'informations, si vous trouvez absolument rien sur votre académie, c'est que tout simplement, votre académie est partie sur la base du référentiel qui a été mis en place en 2017. Donc, pas de photos, pas d'annexe. Il y a certaines académies qui ont décidé tout simplement parce que tout simplement vous étiez nombreuses à avoir plus d'informations, à vouloir rajouter des informations, et ainsi de suite. Donc il y a certaines académies qui ont modifié ce fameux référentiel de base et qui donc ont autorisé les photos, les annexes, ainsi de suite. Donc en principe, si c'est le cas, vous l'avez sur la page, on va dire, de votre site, de votre académie, hein, voilà, à la partie tout simplement CAP AEPE et à la partie tout simplement EP3. C'est très souvent dans EP3 annexe ou EP3 recommandations, voilà. Donc vous regardez en fonction, si vous ne trouvez pas, je répète, hein, c'est qu'il n'y a pas de photo et pas d'annexe. Vous regardez également, tant que vous êtes sur cette page de votre académie, si l'académie a mis en place une trame. Alors là, attention, on insiste bien, hein, on va dire, si c'est le cas, je pense notamment à l'académie de Nantes, il me semble, de Nantes ou de Rouen, je ne me rappelle plus sincèrement, désolée, hein. Mais c'est une trame qui est très, 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 très complexe. Et d'ailleurs, vous regarderez bien, il y a marqué proposition.
C'est-à-dire que franchement, c'est impossible de tout compléter, surtout si vous devez faire les 5 pages. C'est vraiment une proposition, c'est-à-dire ça va vous donner des indications. OK? Donc faites attention, voilà, cette trame, d'ailleurs, de toute façon, tous les examinateurs le reconnaissent, hein, elle est beaucoup trop complète et elle est impossible à réaliser. Voilà, donc c'est trop compliqué. Donc qu'est-ce qu'on attend maintenant, en fait, de vous, hein, en tant que donc garde d'enfants à domicile et en tant qu'assistant maternel? Qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement, on va dire, que votre projet d'accueil présente, alors ça, c'est bien marqué dans le référentiel, que dans votre projet d'accueil, les examinateurs, qui vont être 2, puissent visualiser tout simplement, on va dire, 4 4, on va dire, parties qui vont être notées. Donc première partie qui va vous être notée, alors attention, je répète, c'est pas le parti, c'est tout simplement des notions qu'on doit voir tout au long de votre projet d'accueil. Voilà. Première notion qu'on doit vraiment voir dans votre projet d'accueil, c'est votre organisation. Alors, je vais vous dire déjà, pour que ça soit bien clair dans votre tête, hein, les 4 notions qu'on attend de vous et qui doivent être visibles dans votre projet d'accueil. Donc, c'est la partie organisation de votre action. La deuxième partie, c'est la négociation du cadre d'accueil. Troisième partie, c'est l'opération d'entretien du logement et du matériel lié à l'enfant. Et une autre notion qu'on doit vraiment voir, c'est l'élaboration du repas, c'est-à-dire la préparation, réchauffer, servir et mettre en place le repas. Alors, je vais revenir maintenant sur chacune de ces 4 parties qu'il faut vraiment que ça soit visible. Première partie, donc première notion qu'on doit vraiment voir dans votre projet d'accueil, c'est l'organisation de votre action. Là, qu'est-ce qu'on entend par organisation de votre action? On attend tout simplement que vous présentiez dans votre projet d'accueil, déjà, votre façon de vous organiser, c'est-à-dire tout simplement une journée type. Les examinateurs aiment bien voir une journée type. Si vous ne l'avez pas mis dans votre dans votre projet d'accueil, pardon, tout simplement, les examinateurs vont vous demander d'en présenter une à l'oral. Donc c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il faut absolument soit vous la préparez chez vous et vous la présentez à l'oral, soit vous voulez directement, on va dire, mettre en place votre organisation et à ce moment-là, vous la mettez dans votre projet d'accueil. Cette journée type peut se faire comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Le plus simple, c'est effectivement sous forme de tableau, avec tout simplement en haut, on va dire l'heure, hein. Par exemple, vous commencez à 7h30, ben vous mettez 7h30 et puis dessous, mettez accueil des parents, accueil des enfants, transmission, voilà. Puis 8 heures, soins, premiers soins d'hygiène, voilà, sous forme de tableau. Ou sinon, bah, tout simplement, si, vous ne savez pas faire le tableau, ce qui peut arriver, hein, bah, vous le mettez à la ligne tout simplement, à ce moment-là avec, 7h30, 2 points, accueil des parents, dessous 8 heures et ainsi de suite. Voilà, il y a pas d'obligation. Ça, sachez que tout simplement, c'est vraiment attendu par les examinateurs et notamment s'il y a des candidats classiques là qui nous écoutent et qui ne sont pas, on va dire, assistants maternels ou garde d'enfants à domicile, c'est la première chose que l'on va vous demander, lors de, on va dire, de la préparation pendant les 1h30, mettre en place une journée type. Donc c'est pour vous montrer en fait que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment attendu dans votre organisation. Donc moi je vous conseille de le mettre dans votre projet d'accueil, hein, une journée type. Deuxième, on va dire, attente des examinateurs pour votre organisation, on est toujours dans l'organisation, c'est la mise en place d'un menu. La mise en place d'un menu qui est aussi très attendu par les examinateurs et qui fait également partie des demandes pour les candidats classiques. Hein, d'accord? Voyez, on fait un petit lien, hein, pour que tout le monde comprenne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est attendu, la préparation d'un menu. Préparation d'un menu, là, en tant qu'assistante maternelle et garde d'enfants à domicile, ça peut être tout simplement pareil, sous forme de tableau, c'est-à-dire que si vous travaillez, on va dire 5 jours par semaine, par exemple, et pour les gardes d'enfants, si ça peut être 2 ou 3 jours par semaine, il y a pas de souci, vous le mettez sous forme de tableau et vous mettez lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite et dessous, tout simplement, le menu que vous allez préparer, proposer à l'enfant en question. Ça peut être bien sûr le menu du midi, ça peut être tout simplement le goûter ou ça peut être également le menu du midi et le goûter. Je sais que certaines assistantes maternelles, plutôt certaines gardes d'enfants à domicile, pardon, proposent également le repas du soir. Donc ça peut être également le repas du soir, le dîner pour le repas du soir. Donc là aussi, c'est très important. Les examinateurs vont vraiment attendre cette partie-là. Je répète, si vous ne l'avez pas mis dans votre projet d'accueil, c'est quelque chose qui vous sera demandé de toute façon à l'oral. Dans cette partie-là, attention, par contre, les examinateurs vont vraiment être pointilleux pour voir si vous proposez un repas équilibré, adapté à l'enfant
et surtout, en fait, si vous respectez les proportions, alors bien sûr, dans votre menu, vous n'allez pas mettre les proportions, vous n'allez pas mettre 20 grammes de viande et ainsi de suite. Ce sont des questions qui vous seront demandées par la suite et j'insiste bien surtout, si vous faites les repas du soir, il est fortement déconseillé de donner, on va dire, de la viande, poisson et œufs le soir, surtout si l'enfant en a mangé déjà le midi, hein. C'est une seule f un seul moment, hein, la viande, poisson, œufs, c'est en principe au repas du midi. Donc faites bien attention si vous proposez le repas du soir, évitez, même je vous déconseille de mettre viande, poisson, œufs le soir. Voilà, c'est plutôt des légumes, une petite soupe, voilà, quelque chose de digeste pour le soir. Ça fait partie de votre organisation, d'accord? Maintenant, dans votre négociation, qu'est-ce qu'on attend dans la partie négociation? Beh, tout simplement, négociation, c'est quand on négocie, c'est qu'on dialogue avec les parents. Donc là, c'est la partie coéducation. C'est vraiment la partie la plus importante. Je vais revenir dessus. Après, pour le plan, que vous compreniez le plan, hein, bien sûr, il est bien évident que vous n'allez pas mettre grand 1 organisation, grand 2 négociation. Tout ça doit être mélangé dans votre projet d'accueil. Voilà, donc cette partie négociation, ben, tout simplement, là, vous allez parler de période d'adaptation. C'est la première part, premier moment où vous allez négocier avec les parents. Ça peut être aussi, vous pouvez bien sûr présenter tout simplement la première journée d'accueil, première présentation d'accueil, ça à l'académie de Rouen, il me semble, à Rouen ou Nantes, je ne me rappelle plus, désolée, je me trompe un petit peu dans les trames, mais je sais qu'eux le demandent. Première journée d'accueil, c'est-à-dire comment vous organisez l'accueil avec les parents, qu'est-ce que vous leur présentez au moment où vous accueillez les parents chez vous pour la première fois. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on leur présente les contrats, on leur présente votre assurance, responsabilité civile. Bien sûr, vous leur présentez votre façon de travailler, vous leur présentez aussi, bien sûr, votre domicile, hein, et notamment l'endroit où va dormir l'enfant, l'endroit où vous allez faire l'échange avec l'enfant et l'endroit où va jouer l'enfant. Voilà. Ça, c'est la première partie, c'est partie de la négociation, le premier accueil. Après, je reviens, donc c'est du coup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la période d'adaptation. C'est partie également de la négociation. Période d'adaptation, c'est vous pouvez très bien proposer tout simplement une période d'adaptation réelle pour un enfant, on va dire, que vous gardez, qui a, je ne sais pas moi, 5 mois, bah, vous proposez sa période d'adaptation. Voilà, le premier jour, bah, je l'ai accueilli pendant 2 heures avec sa maman. Le deuxième jour, je l'ai accueilli 2 heures, mais 1 heure uniquement avec sa maman et 1 heure seule, et ainsi de suite, jusqu'à bien sûr la fin de votre période d'adaptation. Donc du coup, vous avez bien compris, ça peut être sous forme de tableau, comme ça peut être tout simplement premier jour, hop, et juste à côté, accueil de l'enfant et de sa maman pendant 2 heures. 2e jour dessous, voilà, vous le faites, vous l'organisez comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation sur ça, hein, sur, la façon de votre organisation, et au contraire, hein, il faut, on va dire, se démarquer, se différencier. Mais voilà, la période d'adaptation est très attendue aussi, et là, c'est pareil, hein, pour celles qui nous regardent et qui sont, on va dire, un candidat classique, c'est une demande également, le jour de l'oral, de proposer une période d'adaptation. Dans la négociation, il faut bien sûr parler également de la transmission, c'est-à-dire comment vous faites la transmission avec les parents. Est-ce que c'est uniquement une transmission orale ou est-ce que c'est également une transmission écrite? Et si c'est une transmission écrite, comment vous faites cette transmission? Je sais qu'il y a beaucoup d'assistants maternels qui maintenant se sont mis sur des sites internet ou tout simplement, on va dire sur des applications, ou tout simplement dès que il y a eu un change ou un repas, hop, de suite, immédiatement, elles le mettent sur l'application. Les parents sont informés immédiatement, à un instant T, voilà. Ça, bien sûr, vous vous adaptez à votre façon de faire et vous ne serez pas jugé sur votre façon de faire. Il n'y a aucun problème. Par contre, sachez que, en tant que bonne professionnelle, une transmission orale n'est pas suffisante. Il vous faut obligatoirement, et ça malheureusement on ne le voit pas assez, obligatoirement une transmission écrite, quoi. Fortement conseillé, c'est pas obligatoire, pardon, mais c'est fortement conseillé, une transmission écrite. Pourquoi? Alors j'ai déjà dit, hein, plusieurs fois, redit tout ça, donc peut-être que je me répète, désolée. Mais imaginons que, l'enfant, on va dire, bah, tout simplement l'enfant que vous avez gardé la journée, le soir chez lui, il est très, très malade, forte fièvre, les parents ne comprennent pas, douleur abdominale, coliques et ainsi de suite. Bah, tout simplement, ça peut être, pourquoi pas, et malheureusement, une intoxication alimentaire. Et donc s'il n'y a pas une trace écrite,
ça va être difficile pour les parents tout simplement d'expliquer au docteur ou au secours, beh, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait, ainsi de suite. Parce que l'oral, là, tout simplement, ça se perd. Même si vous avez fait une transmission orale aux parents le soir, très souvent, ils sont fatigués, hop, ils prennent l'enfant, ils écoutent, mais peut-être, ils sont plus occupés à faire des bisous à leur enfant, ce qui est tout à fait normal et donc ils vous écoutent, certes, mais peut-être pas forcément en entier. Une transmission écrite, elle reste et donc du coup, il y a vraiment toujours quelque chose, on va dire une preuve et déjà, c'est une preuve juridique. Voilà, donc transmission, comment vous faites votre transmission? Dans la négociation, il y a également donc transmission, adaptation, voilà. Dans la négociation, il y a également tout ce qui est rituel. Rituel, c'est-à-dire que les parents, ça va se faire en principe dès le premier jour, mais attention, ça va évoluer au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, forcément. Les parents vont vous donner des indications sur, les habitudes et le rituel, notamment le rituel d'endormissement de l'enfant. C'est-à-dire qu'on est dans une coéducation. Ce n'est pas à vous d'imposer votre façon de faire. Ça, c'est très important. Très, très important. Il faut vraiment, vraiment mettre en avant votre coéducation. C'est-à-dire que vous êtes là pour tout simplement répondre aux attentes des parents. Vous, bien sûr, pouvez les conseiller, les orienter, les rediriger ou les remettre un petit peu sur le droit chemin parce que des fois, il y a des jeunes parents surtout qui font certaines petites erreurs. Mais on s'adapte aux enfants, aux parents, pardon, excusez-moi. Donc le rituel, notamment, vous pouvez pourquoi pas mettre dans quand vous êtes dans la partie sommeil, tout simplement le rituel de l'enfant. C'est-à-dire que dire tout simplement que lors du premier entretien, les parents vous ont m'ont m'ont mentionné qu'il fallait, que l'enfant devait dormir avec, un doudou, une tétine dans la pénombre, qu'il avait besoin d'une histoire, ou qu'il avait besoin tout simplement d'un petit câlin. Voilà, le câlin, je le répète, je l'ai déjà dit, c'est pas interdit, hein. Bien sûr, on respecte, bien sûr, tout simplement, une certaine distance, mais le câlin n'est certainement pas interdit. Bien au contraire, ça rassure l'enfant. Voilà. Donc en fait, de quoi a besoin l'enfant pour, notamment pour la sieste? Quel est également de quoi a besoin l'enfant? Également, négociation lors du repas. C'est tout simplement et surtout, surtout quand l'enfant va commencer la période, tout simplement, quand il débute la diversification alimentaire. Là aussi, c'est tout simplement en négociation avec les parents. C'est-à-dire, on va respecter ce que les parents vont donner à l'enfant et une fois que l'aliment aura été introduit chez les parents, moi, en tant qu'assistante maternelle ou moi, en tant que garde d'enfant à domicile, je vais pouvoir le faire. Mais je ne pourrai le faire qu'une fois que ça a été déjà introduit. Voilà, donc là, on est pareil, on est tout simplement dans, la négociation lors de la, diversification alimentaire ou lors des biberons aussi. Voilà, il faut vraiment, vraiment en fait que chaque fois que vous allez développer, si vous voulez, le sommeil, le repas, l'acquisition et ainsi de suite, on voit qu'il y ait vraiment une coéducation, un dialogue, une négociation avec les parents. Voilà, ça c'est très important et c'est là où tout simplement vous marquerez des points. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Après, vous avez la 3e notion qu'on attend de votre part et qu'il faut que ça soit visible dans tout simplement votre projet d'accueil EP3, c'est tout simplement les opérations d'entretien. Alors là, plusieurs possibilités dans votre projet d'accueil. Soit vous faites carrément une partie, on va dire entretien du domicile ou entretien des jouets, ainsi de suite. Et là, vous expliquez tout simplement, on va dire, quand est-ce que vous faites votre entretien, comment vous le faites, quels produits vous utilisez. Attention, dans quel produit vous utilisez, on n'attend pas que vous nous citiez des marques. Non, les marques d'ailleurs c'est interdit, on ne donne pas de marque. Par contre, on va dire j'utilise un détergent désinfectant ou un détergent désinfectant alimentaire et surtout quand est-ce que je fais mes opérations d'entretien. Donc je vous rappelle une règle importante, c'est on n'utilise pas de produits, on va dire, détergents désinfectants à côté de l'enfant. Donc du coup, on va faire forcément le gros nettoyage, le soir, en principe. Bon, certaines le font le matin, hein, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre organisation, le soir ou le matin. Et en présence des enfants, tout simplement, on va éviter d'utiliser un produit en spray, donc du coup, on va plutôt utiliser des lingettes nettoyantes, désinfectantes et ainsi de suite, pour tout simplement éviter, hein, d'envoyer un produit chimique qui pourrait tout simplement, altérer la peau ou les voies respiratoires de l'enfant. Donc ça, c'est très important, hein, je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs sur ça, donc j'insiste bien. Donc voilà, c'est ce que l'examinateur va vouloir voir, hein, vous voyez? En fait,
tout petit truc, une toute petite phrase, malheureusement, peut vous faire perdre des points et même peut carrément être, attention, éliminatoire. Donc je ferai vraiment aussi un post, ça je le ferai sur Facebook, comme ça tout le monde le verra, ça sera plus simple, sur vraiment comme j'ai fait pour l'EP1, on va dire les 10 erreurs les plus fréquentes en EP3. Comme ça sera plus clair et ça sera plus complet aussi. Donc voilà, donc ça c'est pour la notion de l'entretien. Oui, je me rappelle également pour certaines, notamment en garde d'enfants à domicile, vous êtes très nombreuses à me dire: «Oui, mais la famille chez qui je travaille, elle a une femme de ménage. Donc moi, je m'occupe quasiment pas de l'entretien». Je vais vous dire: «OK, d'accord, super, c'est génial, mais par contre, il y a quand même un entretien minimum à faire, qui va être notamment l'entretien après le change». Là, ne me dites pas et ne dites surtout pas à l'examinateur: «Je ne fais pas d'entretien». Obligatoirement, sinon c'est une faute professionnelle, vous devez nettoyer le plan de change. Donc je répète, avec une lingette, étant donné que vous avez l'enfant. Ou alors avec un spray désinfectant détergent, mais uniquement quand l'enfant, du coup, sera à la sieste. Hein, d'accord? Voilà, faites bien attention. Voilà, donc il y a toujours un entretien, y compris pour le pot. Si on est dans l'acquisition à la propreté, l'enfant, il a fait, des selles, vous allez pas dire: «Bah, la femme de ménage, elle va nettoyer, super, génial, je m'en occupe pas». Non, c'est à vous de le nettoyer. Donc il y a tout ça aussi, attention. Donc il y a toujours et obligatoirement un entretien à faire. Maintenant, la dernière partie qu'il faut absolument qu'on voie, donc là, obligatoirement, ça fera partie tout simplement d'une partie de votre livret, hein, c'est, l'élaboration du repas. Alors, là, c'est pareil, il y a 2 possibilités. Soit vous faites que réchauffer les repas, ça peut être le cas, en garde d'enfants à domicile ou ça peut être le cas chez une assistante maternelle, hein, il y a pas de souci. Ça peut être les parents qui amènent les repas. Donc là, vous allez faire réchauffer les repas. Donc là, l'examinateur va attendre quand est-ce que vous faites réchauffer les repas, comment vous faites réchauffer les repas. Donc je ferai également, hein, petit à petit, hein, on va dire une grosse partie sur ça, un gros cours sur ça, en visio parce que ça va intéresser tout le monde. Donc voilà, donc il va falloir bien faire attention à cette partie-là, comment vous le faites? Avec les règles d'hygiène que vous prenez en compte. Notamment ne pas rompre la rupture, on va dire la chaîne du froid trop tôt pour ne pas justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, évoqué tout à l'heure, les fameuses intoxications alimentaires sur lesquelles les examinateurs vont vraiment être intransigeants. Donc vraiment au moment de la préparation du repas, de réchauffer le repas et de servir le repas, il y a vraiment ce risque d'intoxication alimentaire qui est malheureusement fréquente et qui peut être très dramatique pour un enfant. Donc, il faut vraiment mettre toutes les mesures d'hygiène, vraiment le plus possible. Donc là, vraiment, il faut vraiment faire attention à ce que vous dites dans votre livret. Vous pouvez tout simplement rester plus ou moins évasive dans votre livret, comme ça vous vous rattrapez, vous donnez beaucoup plus d'informations à l'oral. Parce que je vous rappelle, 5 pages, ça passe très vite, donc on ne peut pas tout dire, c'est impossible. Après, vous avez également la notion de servir le repas. Servir le repas, là, tout simplement, c'est les quantités. Là, vous risquez également d'avoir des questions sur les quantités. Quelles sont les quantités que vous donnez à un enfant de 2-3 ans, notamment la quantité de légumes, quantité de viande, comment vous le servez. Mais également, ça va être également un enfant qui ne veut pas manger, comment vous faites pour l'encourager à manger. Donc là, l'examinateur, il insiste bien, quoi. Ils attendent vraiment, notamment la décoration de l'assiette. On va tout simplement utiliser, pourquoi pas aussi, ça peut être la décoration de l'assiette en plastique elle-même, hein, avec pourquoi pas des petits bonhommes que l'enfant aime bien, hein, voilà, hein. Mais ça peut être également une assiette tout simplement toute en plastique, toute blanche, aucun problème, mais vous allez décorer, tout simplement pour donner envie à l'enfant. Voilà. Donc là, donc vous avez bien compris, il faut vraiment qu'on voie dans votre projet d'accueil réel ces 4 parties: organisation, négociation, l'entretien, le repas. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose que j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. C'est qu'on parle de projet d'accueil réel, c'est tout simplement, c'est que vous devez présenter à l'examinateur le projet d'accueil, par exemple, d'un enfant ou de plusieurs enfants, si possible réels, forcément réels, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez présenter par exemple actuellement vous êtes en train de vous gardez actuellement, allez, un petit Théo, 24 mois, et bien vous allez présenter à l'examinateur tout simplement le projet d'accueil réel de Théo, 24 mois. Si vous gardez, sur une même journée le projet même journée, on va dire assistant maternelle, donc du coup, 3 enfants, Théo 24 mois et ainsi de suite, ben vous allez présenter tout simplement, ce projet d'accueil réel
pourquoi pas des 4 enfants. Donc c'est vous qui voyez si vous faites juste un seul enfant ou si vous faites, si vous êtes assistante maternelle que vous en avez 3 ou 4, ben, en même temps. C'est-à-dire que donc du coup, ça va être bien sûr plus compliqué dans votre, journée type. Ça va être également plus compliqué, dans, la notion de repas, surtout si vous avez, des enfants d'âge différents, ce que forcément vous aurez, hein, voilà. Avec un enfant donc du coup qui a peut-être 6 mois, un enfant qui a peut-être 24 mois, donc forcément il ne va pas manger pareil et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est à vous de voir, mais en tout cas ce que les examinateurs ne veulent pas et c'est ce qu'on voit trop, trop, trop comme erreur, vous voyez? Donc je vous donne déjà des erreurs à éviter vraiment. Vous ne faites pas un projet d'accueil, que vous présentez aux parents. C'est pas, vous ne vous adressez pas aux parents et là, on voit trop d'erreurs sur ça. C'est-à-dire que vous ne dites pas: «Voilà, en tant que parent, vous pourrez» non, c'est un projet d'accueil que vous faites pour les examinateurs. Vous leur réexpliquez votre façon de travailler. Il faut vraiment que les examinateurs comprennent, en fait. Ciblez-vous bien que c'est pour les examinateurs. D'accord? Donc bien sûr, attention quand vous allez présenter les enfants ou l'enfant, dire déjà que, surtout si vous êtes garde d'enfants à domicile, hein, on ne donne pas bien sûr le nom de la rue, on ne donne pas le nom des parents, on donne juste les prénoms, prénom et âge, c'est tout. On n'en veut pas plus pour la présentation des enfants, voilà. Et puis après, voilà, il faut vraiment, voilà, le petit Théo, il arrive à 7 heures du matin, 7h30 du matin et à partir de là, on part sur tout simplement la présentation du petit Théo ou je répète, la présentation tout simplement de votre journée. Si vous êtes assistant maternelle, vous avez 3 enfants et bien voilà, à 7h30, il y a Théo qui arrive, à 8 heures il y a Léa et à 8h30 il y a, Tom, je ne sais pas, comme vous voulez, voilà. Et à partir de là, voilà, vous enchaînez sur votre, on va dire, votre projet d'accueil réel. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant, on va dire, en termes de plan, hein, de trame dans votre projet d'accueil? Là, il n'y a pas de trame officielle, je répète, il n'y a pas de trame officielle, il faut vraiment, vraiment, par contre, qu'on voit bien comme il faut ces 4 notions que je viens de vous dire. Voilà. Donc, bien sûr, il y a une partie où il faut obligatoirement vous présenter. Ça, c'est clair et net. C'est en principe la toute première partie que vous pouvez appeler «je me présente». Voilà, vous vous présentez. Si vous êtes assistante maternelle à votre domicile, il est important de présenter du coup votre famille, sans trop non plus, hein, on demande juste, notamment, surtout si vous avez des enfants, ce qui va intéresser les examinateurs, c'est l'âge de vos enfants et surtout est-ce qu'ils sont scolarisés, est-ce qu'ils sont autonomes. Tout simplement pourquoi? Pour voir s'il y a un impact sur votre vie professionnelle. Ça veut dire, est-ce que vous serez obligé d'aller chercher vos enfants? Est-ce que vous serez obligé d'amener vos enfants à l'école? Et ainsi de suite. Que l'examinateur, tout simplement, puisse voir pour cibler après les questions. Ce qui est important également, c'est de présenter un petit peu votre logement pour que l'examinateur puisse également voir en fait s'il y a une chambre pour tout le monde ou si votre logement est à côté d'un parc, si votre logement a, on va dire, des risques, notamment pourquoi pas une cuisine ouverte ou une cuisine fermée, ou un balcon ou une cheminée, si vous avez des animaux, voilà. Ça, c'est la première partie, hein, il faut absolument vous présenter votre logement. Et après, tout simplement, alors cette partie, hein, attention, elle va faire quoi? Elle va faire peut-être la demi-page, une demi-page de votre première page. Voilà, hein, c'est-à-dire, voilà, qu'elle soit en tout cas, vous allez commencer obligatoirement par ça. Après, vous allez bien sûr commencer par votre organisation. Voilà, votre organisation et c'est là où vous pouvez parler tout simplement de, voilà, actuellement j'accueille, 2 enfants, 3 enfants ou actuellement je garde un enfant, voilà. Et là, vous donnez les noms, bien sûr, forcément, pardon, les prénoms, excusez-moi, pas les noms, les prénoms avec les âges et tout simplement, vous pouvez donner des indications, Théo, je le garde depuis ces 3 mois, Léa, je la garde là, tout juste, elle vient d'arriver à mon domicile, ainsi de suite. Vous donnez des petites informations sur les enfants pour que l'examinateur puisse comprendre un petit peu, visualiser les enfants. C'est important surtout si l'enfant a des allergies, hein, voilà, et donc du coup, à partir de là, votre organisation, oui, tiens, ça, c'est une autre organisation. Si vous avez un enfant qui est allergique, ben, là, autre organisation, la mise en place d'un PAI, forcément, hein, voilà. Et à partir de là, ben, vous enchaînez sur votre journée type, votre période d'adaptation, la préparation du menu, et ainsi de suite. Et puis après, une fois que vous avez terminé tout ça, vous parlez sur tout simplement, on va dire, vos pratiques éducatives, dans lesquelles vous allez mettre forcément la négociation avec les parents. Donc, pratiques éducatives qui vont être tout simplement tout ce que vous faites tout au long de la journée avec les enfants,
Donc ça va être les soins, ça va être le repas, ça va être les activités forcément, ça va être les sorties, ça va être la mise à la sieste, voilà. Tout ça, en respectant bien sûr, c'est dans cette partie-là qu'on va vraiment mettre en place. Il faut vraiment, vraiment qu'on visualise toute la négociation, la coéducation que vous avez avec les parents, hein, en vraiment mettant en avant que ce sont les parents qui, décident, hein, qui décident de, voilà, de ce que l'enfant a besoin et vous, beh, tout simplement, hein, vous, vous respectez, bien sûr, en étant professionnel, avec une démarche professionnelle et en proposant aussi. Vous êtes libre de proposer, je le répète. Et voilà et après tout simplement, vous pouvez bien sûr, à la fin, là, de votre livret, parler tout simplement du repas. Il y a une partie effectivement qui est très attendue aussi par les, on va dire, les examinateurs. C'est tout simplement que vous pouvez mettre dans vos pratiques éducatives ou votre organisation, ça c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez le mettre. C'est tout simplement la notion de l'enfant malade ou la notion de l'enfant, en cas d'urgence. Voilà. Est-ce que, si par exemple le petit Théo, est ma 24 mois, il est malade, qu'est-ce que vous avez prévu avec les parents? Est-ce que, avec les parents, il a été prévu, donc on est rentre également dans la négociation, mais également dans votre organisation? Est-ce qu'il a été prévu tout simplement que vous l'accueillez? Et si oui, qu'est-ce qui a été prévu? Est-ce que vous avez l'ordonnance du docteur? Est-ce que vous avez, on va dire, certains médicaments? Et en cas de, on va dire, d'urgence, en cas, je sais pas moi, d'un l'enfant qui s'étouffe malheureusement, aïe aïe aïe, ou l'enfant qui saigne, voilà. En tout cas, qu'est-ce qui a été prévu? Parce qu'il faut toujours le prévoir avec les parents. Est-ce que vous appelez immédiatement d'abord le docteur? Est-ce que vous appelez le SAMU? Voilà. Ça, c'est la partie tout simplement, hein, vraiment, vous voyez, négociation, mais également organisation. Cette partie, on va dire, soins et urgences est très importante. Je rappelle dans cette partie, attention, que là, en tant que professionnel de la petite enfance, vous devez obligatoirement respecter ce qui a été mis en place par votre PMI. C'est-à-dire que chaque PMI va avoir une réglementation. En principe, on va dire la réglementation, elle est plus ou moins pareille pour tous les PMI, on va dire de France, mais il y en a certains qui ont, on va dire, des petites réglementations particulières. Donc là, peut-être, pourquoi pas, hop, vous envoyez un petit mail à votre PMI, ça coûte rien. Vous demandez, voilà, en termes de soins, en termes de protocole de soins, qu'est-ce qui est obligatoire? Elle va vous envoyer quoi? La PMI, en principe, elle va vous envoyer très souvent la liste des protocoles, comme ça au moins vous savez ce qui est obligatoire et vous en parlez dans votre livret. Si vous avez la possibilité de mettre une annexe, ben, en plus de ça, vous pouvez le mettre en annexe. Donc c'est génial. On montre vraiment en fait que vous êtes une vraie professionnelle et que vous, vous ne faites pas les choses, on va dire, au hasard. Hein, voilà. Donc ça, c'est très important, d'autant plus que je vous rappelle que que vous allez avoir en face de vous des professionnels de la petite enfance. En principe, elles sont deux. Elles ou ils, pardon, elles sont deux. En principe, il doit obligatoirement y avoir une formatrice ou un formateur et il doit également y avoir, en principe, un professionnel, soit de structure collective, donc ça peut être une crèche, ça peut être quelqu'un d'une MAM, ça peut être, voilà, d'une structure. Donc obligatoirement, attention, ces structures seront bien sûr et obligatoirement, au courant des protocoles de soins mis en place par la PMI. Donc il faut vraiment, vraiment, que vous soyez au courant.